Bonjour à tous, bienvenue à notre conférence hebdomadaire. Ravi de vous retrouver avec une ouverture encore ce matin dans le rouge vif, comme on l'évoquait vendredi dans notre mail hebdomadaire. Évidemment, l'actualité est dominée par le conflit au Moyen-Orient. Alors les commentaires qu'on a pu faire vendredi sont toujours vrais, mais la situation s'est globalement aggravée avec encore ce matin et hier des nouveaux bombardements dans le Moyen-Orient, des réponses de l'Iran dans les pays limitrophes, et puis l'annonce de la succession du fils d'Ali Khamenei en tant que guide suprême, qui eh bien, semble indiquer que le conflit va durer, et ça se traduit ce matin par une nouvelle augmentation du prix du baril qui dépasse donc désormais les 100 dollars, une évolution assez forte encore donc, ce matin. Et il faut avoir en tête que dans une étude de Goldman Sachs, la banque a indiqué que ce niveau de 100 dollars le baril était un palier important, parce que c'est un niveau à partir duquel les automobilistes risquent de réduire drastiquement leurs déplacements, et les entreprises coupent une partie de leur production. Et la banque évaluait l'impact de ce niveau à 0,4 points sur la croissance, et l'impact sur l'inflation à 0,7 points, ce qui donc pourrait enclencher un mouvement inflationniste, et donc possiblement une obligation pour les banques centrales de remonter les taux. Bon, le passage du pétrole au-dessus de 100 dollars constitue un signal clairement que la guerre s'annonce plus longue que ce qu'anticipait certainement l'administration Trump au départ, et donc le risque d'arriver dans une situation d'inflation persistante. Le prochain seuil qui sera évidemment scruté avec très grande attention, c'est les 130 dollars, qui là provoquerait un choc pétrolier et déclencherait quasiment à coup sûr une récession en cas de niveau durable de 130 dollars le baril. On a publié un feedback jeudi pour essayer de faire un premier bilan de cette crise et l'impact sur les différentes valeurs qu'on suit. Vous pouvez le retrouver sur le site. On évoquait l'évolution du prix de l'électricité. À jeudi, il était en hausse de 9% par rapport à la situation d'avant-crise. Désormais, on est à plus 15%, à la fois en France, et on est à pratiquement plus 20 désormais en Allemagne. On est encore néanmoins très loin de la situation de 2022, mais il y a clairement une tension sur ces coûts de l'énergie qui aura des répercussions sur la production industrielle si cela venait à durer. Sur les indices, eh bien, évidemment, tout est dans le rouge. Avec les premiers touchés, ce sont les zones et les pays qui sont les plus exposés au prix des hydrocarbures et du GNL en particulier. Ça s'est traduit par une forte baisse donc, en Asie, au Japon et en Corée du Sud, hein, avec un pic de près de moins 5% au Japon sur la semaine passée, moins 12 en Corée du Sud. Et en Europe, on a donc des replis moyens parmi les indices de un peu plus de moins 6%. La baisse avait été moins marquée clairement aux États-Unis, qui sont exportateurs de pétrole et de gaz. Néanmoins, la séance de vendredi a été plus compliquée, du fait également de chiffres de l'emploi américain décevants. Ça s'est traduit par une baisse de l'ordre de moins 2% pour les indices américains, avec moins 3 sur le Dow, et seulement moins 1% pour le Nasdaq. C'est l'autre enseignement de la semaine, c'est qu'on a eu une rotation sectorielle qui a été très violente. Et c'est quelque part ce qu'on observe depuis le début de l'année. Au début de l'année, on a vu une sortie massive du secteur de la tech, des communications et de tous les secteurs menacés par l'IA. Et clairement, la semaine passée, ces secteurs ont finalement été un refuge, alors que les industries cycliques beaucoup plus lourdes et dépendantes des prix de l'énergie ont chuté, et en particulier en Europe. Et dernier point dans cette analyse sectorielle, on pourrait penser que le secteur de la défense est le seul qui est un peu à l'abri, mais pas tout à fait, parce que même en Europe, il y a eu une forte volatilité et des performances hétérogènes à l'intérieur du secteur de la défense. On le verra un peu plus loin, mais des valeurs comme Thales ont été plus en difficulté qu'on aurait pu l'imaginer.
Donc, si on vient aux évolutions des indices, rapidement sur le CAC 40, on a une chute de 6,8%. C'est la plus mauvaise performance de l'indice depuis avril 2025 et le Liberation Day. Donc, comme on peut le voir, il y a seulement 5 valeurs qui sont restées dans le vert, avec logiquement Total Energy qui a progressé de 1,1%. Comme je l'évoquais avant, on a eu un peu plus tôt, on a eu finalement une résistance des valeurs de la tech et de la communication qui avait été très attaquée depuis le début de l'année. Et Capgemini gagne finalement 2,6%. Dassault Systèmes plus 1 et Publicis plus 0,6. Ces trois valeurs sont néanmoins en baisse de entre moins 14 et moins 23% depuis le début de l'année. Autre valeur qui est dans le vert, c'est Euronext, qui profite évidemment d'un regain de volatilité sur les marchés. Donc, hormis ces 5 valeurs, tout est dans le rouge, avec logiquement une baisse de 12% pour Accor, hein, le secteur du tourisme qui est un des premiers touchés. Et derrière, les industries très énergivores sont assez logiquement en être repliées. Là, on parle de Saint-Gobain qui cède de moins 14%, ArcelorMittal qui cède de moins 13,7%, ArcelorMittal qui est encore en hausse de 22%, 22,5% depuis le début de l'année, qui était l'un des grands gagnants des 2 premiers mois, mais qui donc cède une partie de son avance. Les valeurs liées au matériel électrique, comme Schneider ou Legrand, ont cédé autour de 10-11%, de valeurs qui avaient là aussi bénéficié de la forte demande des data centers. Et enfin, pour terminer, deux secteurs également touchés, c'est l'automobile qui rechute encore avec moins 11% pour Renault et pour Stellantis également. On verra que les équipementiers ont également souffert la semaine passée en raison de l'augmentation du prix du baril, mais également d'un news flow sectoriel assez défavorable. Et puis pour terminer, le secteur de la banque assurance qui est affecté par le regain de volatilité des marchés et les risques de contraction de l'économie, de crise financière. Si je passe maintenant au Next 20, on a un repli de 6,1%. Et sur le Next 20, on n'a que deux valeurs qui restent positives. La première, c'est Téléperformance. Téléperformance qui a rebondi de 10,3%. Le moteur principal de cette hausse a été l'annonce une opération financière menée par le président du conseil de surveillance du groupe, qui est aussi le premier actionnaire, c'est Moulay Hafid El Alami, qui intervient via sa holding Saham. Et il a conclu un contrat de Total Return Swap qui est lié aux dividendes et qui lui permet de continuer à monter au capital. Et donc, comme il y avait une forte pression des shorts, il y a eu quelque part un short squeeze qui a fait bondir assez rapidement Téléperformance. Derrière Téléperformance, l'autre valeur qui est positive, c'est GTT, donc le spécialiste du transport de GNL, qui s'affiche en positif de 3,2%. Il faut dire que GTT, outre l'évolution, la très forte augmentation du prix du GNL qui pourrait effectivement rendre possible de nouveaux projets de bateaux et d'exploitation du GNL, a lui-même annoncé à plus court terme des nouveaux contrats qui ont permis de faire progresser le titre sur la semaine. Derrière, on a Nexans qui a été presque positif, qui finit néanmoins en baisse de 1,4%. Nexans qui a bénéficié de recommandations d'analystes, dont Barclays qui est repassé à l'achat, à surpondérer sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 132 à 157 euros. Derrière, on notera que Dassault Systèmes a perdu 3%. Comme je l'évoquais plus tôt, on aurait pu penser que le secteur de la défense allait être plutôt poussé vers le haut par le nouveau conflit en Iran.
Mais finalement, il y a également la question du choc énergétique en Europe qui pourrait remettre en cause les capacités d'investissement de certains États. Et puis, en parallèle du conflit en Iran, il y a des négociations également entre l'Ukraine et la Russie euh, qui, euh, qui ont eu un impact sur le secteur en Europe. Enfin, le dernier point, c'est des publications de résultats 2025 qui ont été assez hétérogènes. On a eu des résultats en baisse pour Renk. En France, les résultats de Thales ont été relativement mitigés. Effectivement, ceux de Dassault Aviation sont de très bonne facture, mais en plus, compte tenu du remarquable parcours du secteur depuis 2 ans, il y a eu des prises de bénéfices. En baisse, sans grande surprise, on retrouve des industries lourdes et la chimie avec Arkema qui cède 14,9%. Dans l'industrie, on a Alstom qui a perdu 14%. Et puis Valeo, l'équipementier automobile qui cède 12,5%. Je l'évoquais un peu plus tôt, hein, il y a évidemment les questions de hausse du prix du baril. On a également les questions de supply chain, avec la fermeture du détroit d'Ormuz qui pourrait complexifier la supply chain et entraîner des hausses de prix du fret. Dernier élément, il y a une communication d'un équipementier allemand qui a fait des prévisions très modestes pour l'année 2026, attendant une stabilité au mieux de ses résultats et de son chiffre d'affaires. C'est Schaeffler pour être précis. Et ça a pesé sur l'ensemble du secteur, comme on le verra avec Forvia et Hop Mobility qui se sont également repliés. Euh, on notera néanmoins qu'il y avait eu quand même au milieu de ce news flow très défavorable pour l'industrie et l'industrie automobile en particulier, une éclaircie avec le projet d'instaurer des règles de Made in Union européenne qui a avancé, qui a été présenté par la Commission européenne et qui pourrait permettre d'avoir un peu plus d'avantages compétitifs pour les industriels européens, compte tenu des obligations qui seraient faites aux constructeurs automobiles pour leur distribution de produits en Europe. Enfin, pour terminer sur le Next 20, on a SPI qui a publié vendredi et une publication qui a été plutôt décevante. Alors, les résultats progressent, mais pas autant qu'on pouvait l'attendre. Et l'objectif de marge 2028 qui a été relevé dans une mesure qui était largement anticipée par le marché. Et donc le titre a connu des prises de bénéfices et s'est inscrit en baisse de 7,3% sur la semaine. Si on passe maintenant aux valeurs moyennes, comment ont-elles réagi à ce nouveau conflit? Eh bien, le MID 60 a cédé 5,8%. Donc une évolution en ligne, mais un peu moins, une baisse un peu moins forte que pour le CAC 40. On a 12% des valeurs en hausse. Alors en hausse, on peut dire qu'il y a trois grands secteurs qui restent en hausse. Le parapétrolier avec Viridian qui progresse de 11,9%. Les biotech avec Nanobiotics, plus 11%, valeur qui est assez décorrélée évidemment de l'évolution de l'énergie. Ensuite, on a Exosense dans la défense qui, lui, s'est plutôt bien comporté avec plus de 2,1%. Et le dernier domaine qui a contrebalancé, en tout cas qui a tiré son épingle du jeu dans la forte baisse des marchés, c'est ce que j'évoquais précédemment, c'est les valeurs tech qui étaient attaquées par l'IA. Et à ce niveau-là, on voit que Soprasteria a repris 4,6%. Il faut dire que les résultats qui avaient été publiés il y a 10 jours ont également été relativement satisfaisants. Les perspectives de retour de la croissance, avec une croissance qui pourrait être de 3 à 4% en organique, hors l'effet ponctuel d'un business qui va disparaître en Allemagne. Mais je dirais que de manière globale, le groupe attend une croissance organique de 3 à 4%. Et Soprasteria a rappelé également son fort positionnement dans la défense et le militaire, positionnement qui avait été renforcé par l'acquisition de CS il y a quelques années. Et donc, c'est un des 10 partenaires très importants de l'armée française. Toujours dans cette même
dirais, logique de rebond des valeurs qui avaient été affectées par l'IA. On a Ipsos qui a repris 7,1%. Évidemment, le rebond d'Ipsos est également largement lié au programme de rachat d'actions qui a été enfin annoncé. Ça nous paraissait pour notre part, assez logique que le groupe fasse un tel programme compte tenu de la baisse du titre et de ses capacités financières. Le management n'avait pas l'air très enclin à le faire, mais sous la pression de nos fonds US, il s'y est résolu et la mise en œuvre de ce plan a largement soutenu le cours la semaine passée. Au rayon des baisses, évidemment, la plus forte baisse, c'est Air France KLM, moins 18%. On ne viendra pas sur les raisons assez logiques de cette baisse. Derrière, Apera, moins 15,9%. Évidemment, directement impacté par les hausses du prix du baril. Le titre reste quand même en hausse de 6% year to date. Dans les équipements automobiles, j'ai déjà évoqué, mais Forvia, moins 14,2%, Hop Mobility, moins 12%. Le secteur l'immobilier et de la construction a été un autre des grands perdants avec le risque d'inflation et à terme de remontée des taux. Pour Nexity, ça s'est traduit par une baisse de 14,8%. Voilà pour les principales évolutions. Et dans le secteur des opérateurs de satellites, on a eu également des baisses de 3% pour SES qui a publié des résultats qui sont avérés en repli en organique. Et ils sont en progression en publié grâce à l'acquisition et l'intégration d'Intelsat sur à peu près 6 mois de l'année. Et le groupe attend globalement une stabilité en 2026 de ses résultats en pro forma. Et du côté de Eutelsat, on a une baisse de 13% qui fait suite à une émission obligatoire de 1,5 milliard d'euros qui traduit pour ce secteur de grands besoins d'investissement et finalement une évolution de leur offre et de leur technologie qui doit s'adapter à la demande qui se situe sur les orbites basses et la connectivité, alors que la partie historique de diffusion télé par satellite est amenée à continuer à décroître. Je passe maintenant au CAC Small, les petites valeurs qui ont mieux résisté pour le moment au repli du marché, moins 3,5% sur la semaine écoulée. Et sur le CAC Small, on a quand même 30% des valeurs qui étaient en hausse, avec les mêmes thématiques que j'ai évoquées plus tôt. Dans le oil and gas, on a Morel et Prom qui prend 4,9% et Total Gabon plus 9,6%, pardon, 15,8% year to date pour cette valeur. Dans la défense, on a Lumibird qui a repris 5,3% et qui s'inscrit désormais en hausse de 11,8% depuis le 1er janvier. Et dans le thématique de la tech qui a rebondi, on peut évoquer Planisware qui a repris 5,2%. Et également Wavestone et Infotel dans les ESN et le conseil en technologie qui ont repris également autour de plus 6% pour Infotel, non plus 3,6% finalement à la clôture et plus 3 pour Wavestone. Une évolution plus de stock picking et de news spécifiques. On a Explosifs et produits chimiques qui a repris plus 10,1%. Qui est en hausse de 25,9% depuis le 1er janvier. Dans la suite de la publication de son chiffre d'affaires annuel qui s'est élevé, qui a progressé de 9% en organique, mais également de l'annonce du rapprochement avec le Suisse SSE, qui donc le groupe suisse qui va apporter ses activités de gestion des explosifs et qui en parallèle va prendre en échange va prendre une participation dans EPC. Du côté des baisses, hormis la baisse globale des valeurs et en particulier industrielles, on a eu encore un effondrement pour EuroAPI, moins 37,5%.
Le groupe à nouveau déçu avec sa dernière publication, chiffre d'affaires 2025 en baisse de 6% en organique, une baisse qui est liée à Sanofi, sa maison mère, enfin son ex-maison mère en tout cas, une perte nette qui atteint 211 millions d'euros des objectifs 2027 au niveau du core EBITDA qui ne sont plus d'actualité. Bon, c'est la catastrophe qui continue pour EuroAPI depuis le spin-off avec Sanofi. On pourrait se poser beaucoup de questions sur cette opération. Nakon Big Ben chute de plus de 30%. Après, évidemment, l'absence de refinancement de la dette. Et donc, Nakon a été placé en RDJ et il y a une procédure de conciliation sur Big Ben. Voilà pour les principales évolutions pour les indices. Un mot sur Or Indice. Or Indice, on a eu une hausse significative pour Prodways qui a bondi de 42,4%. Après l'annonce vendredi de la cession de son activité de software, une cession qui se ferait sur la base d'une valorisation de 35 millions d'euros, qui a comparé à une capitalisation d'à peine 40 millions pour Prodways. Donc, évidemment, on a eu un net rebond du titre vendredi à l'occasion de cette publication. En parallèle, on a eu des rebonds pour des valeurs logicielles comme SideTrade et également NSE qui a gagné 12,4%. NSE qui a intégré la liste mensuelle de ports en part, à l'instar d'Infotel et qui en a également bénéficié, de Lumibird ainsi que Exaum et Valneva. Au niveau européen, on a une baisse à peu près partout et assez uniforme, hein, puisqu'on a des baisses entre 6,6% pour le MDAX et 5,2% pour l'IBEX en Espagne. La baisse moins marquée en Espagne s'explique également par une moindre dépendance énergétique de l'Espagne au gaz. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans l'évolution du prix de l'électricité en Espagne qui a augmenté, mais qui reste plus proche des 50 euros par mégawattheure, légèrement inférieur au niveau de la France, alors qu'en Allemagne, on n'est pas loin, on était au-dessus de 85 euros vendredi, et là, on tend vers les 100 euros après la nouvelle progression du prix du baril et du gaz. Donc pour le Stoxx Small, ça se traduit par une baisse de 6% sur la semaine passée. Seuls 9% des valeurs sont en hausse. Et en tête, on a Flatex de Giro qui a assez logiquement profité du regain de volatilité sur les marchés. Et derrière, on notera la progression de Soprasteria et de Reply, de The ESN, qui ont rebondi. Et à l'inverse, la chimie, évidemment, est en grande difficulté avec moins 29% pour l'Alban Lanxess. Et on a noté également vendredi une semaine compliquée pour les valeurs italiennes Nexi dans les moyens de paiement qui chutent de 20%. Avec des résultats qui ont été inférieurs aux attentes, une perspective de croissance assez limitée et une absence de programme de rachat d'actions. Et clairement, Nexi est en train de changer de statut et la période de croissance forte est terminée. Et Nexi va devoir désormais devenir une valeur de génération de cash. Mais clairement, on en a fini d'avoir une valeur de croissance. Amplifon, dans le secteur médical, chute également de 20%. Une rentabilité qui s'est avérée décevante et des objectifs 2026 qui n'étaient pas très très clairs sur la top line et les marges. Pour terminer ce panorama, un point sur notre buy list. Moins 5,5%, donc une baisse marquée, un peu moindre que les grands indices. Infotel a soutenu la performance avec plus 3,6%. Les autres valeurs sont dans le rouge, avec une baisse plus marquée pour Delta Plus et Exaum, deux valeurs liées à la construction qui ont le plus souffert. D'ici 2 semaines, on attend, cette semaine, assez peu de publications, mais dans 2 semaines, on attendra les publications de Virbac, Jacquet Metal, Bastide et Infotel. Voilà, donc depuis le 1er janvier, notre buy list sous-performe, clairement du fait, comme vous pouvez le voir sur le graphique,
de son exposition aux services numériques qui ont vraiment pesé sur la performance ce dernier mois. Et donc on est autour de moins 4% depuis le 1er janvier, contre moins 1,5 pour le CAC Mid and Small. Un premier bilan des publications. On a publié, on a remis à jour notre prime de risque comme on le fait tous les mois, et ça a permis d'analyser l'évolution de l'atterrissage 2025 et de nos prévisions 2026. Donc sur les 235 valeurs de la prime de risque, en novembre, on attendait une croissance du chiffre d'affaires 2025 de 2%, avec un ROC en très légère augmentation entre 0 et plus 1%. Aujourd'hui, alors on n'a pas eu toutes les publications, hein, mais on a pu quand même affiner l'atterrissage, et on serait autour d'une croissance de 1% du chiffre d'affaires, donc un tout petit peu moindre que prévu. Mais désormais, on attend en médiane une progression du ROC de 2%. C'est globalement ce qu'on observe depuis le début des publications, c'est les publications en ligne, voire légèrement supérieures aux attentes. Pour 2026, en novembre, on anticipait une croissance du chiffre d'affaires en médiane de 4% et de 5% pour le ROC. On a revu ces prévisions désormais à plus 3 au niveau du chiffre d'affaires, mais plus 10% au niveau du ROC. Je dirais il y a 10 jours, on attendait donc un effet, une amélioration de la rentabilité, et ce qu'on observait quand même sur beaucoup de SN et de valeurs industrielles. Évidemment, ces prévisions ne prennent pas en compte la dégradation et l'embrasement au Moyen-Orient. Ça risque d'être revu en baisse au regard de l'évolution du prix de l'énergie. En termes de publication, la semaine dernière, la seule publication de Nostogate, c'était Gel Evans. Un mot d'une autre publication, c'était Thermador, qu'on apprécie et qui est quand même un bon indicateur également de la dynamique dans la construction-rénovation. Et ce qu'on a vu, c'est que le résultat opérationnel a baissé de 1% en 2025, et que, il y a encore une fois la semaine dernière, parce que les choses vont peut-être évoluer rapidement, mais que l'horizon s'éclaircissait pour 2026. Même si le groupe n'avait pas communiqué de guidance, on sentait qu'il y avait plutôt une inflexion dans l'activité chez Thermador. Le rythme des publications va nettement s'accélérer cette semaine et les 3 prochaines semaines, hein, avec la plupart des small et mid de notre Stogate qui vont publier leurs résultats. Cette semaine, on attend 11 présentations de résultats. Vous aviez le résumé de nos attentes, hein, dans le mail de vendredi. Ce qu'on peut dire, c'est que la première valeur qu'on attend, c'est chez Environnement. Alors, il y a eu un profit warning, donc on va espérer avoir un peu plus de détails sur la dynamique et les raisons de ce profit warning. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'évolution récente des prix de l'énergie pourrait, à l'inverse, s'avérer assez plutôt favorable pour Séché Environnement. Donc à voir comment le management pourra donner des indications sur cet impact en 2026. Ensuite, il y a la publication d'Assystem, Assystem qui peut pourra nous donner des informations à 2 niveaux sur les conséquences du conflit au Moyen-Orient. D'une part, l'évolution du prix de l'énergie et des énergies fossiles en particulier renforce les besoins et probablement la demande de nouveaux projets dans le nucléaire, ce qui sera favorable pour Assystem. À plus court terme, il faut avoir en tête qu'Assystem est présent en Arabie Saoudite avec pas mal de projets. Et donc, à court terme, ça pourrait, à l'inverse, peut-être avoir des répercussions négatives sur le business d'Assystem. Ensuite, on aura des publications d'idées logistiques, où là, on a plutôt une croissance toujours très forte portée par l'expansion aux États-Unis. Mais bon, comme on le notait, on considère que la valorisation actuelle laisse peu de place à une déception, et qu'il y a quand même un risk-reward qui est moins intéressant à ces niveaux. Pour terminer, je peux évoquer dans 2 secteurs très différents, Ruby et Sword, qui là aussi auront certainement des éléments à communiquer sur l'impact du conflit au Moyen-Orient. Sur Ruby, on a donc une hausse du prix du baril et du GNL qui aura des effets sur leur prix de vente. Néanmoins, il y a quand même une partie significative du business de Ruby avec des prix qui sont, enfin, avec des révisions de prix, je dirais, automatiques,
Donc il y a pas nécessairement il y a pas d'impact direct. La question pour Ruby, c'est avant tout la question des volumes et des marges unitaires. Bon, quand il y a des hausses très rapides. Historiquement, le groupe a réussi à passer des hausses de prix, enfin, à réviser les prix assez facilement, mais si les prix restent élevés durablement, ça affectera clairement les volumes. Bon, après, sur Ruby, le sujet est aussi énormément spéculatif, comme vous devez le savoir, avec des actionnaires qui sont montés au capital pour demander des changements de gouvernance. Et à terme, il y aura certainement des évolutions capitalistiques. Enfin, pour terminer, un mot sur Sword. Sword qui a baissé un peu comme tout le secteur des ESN, qui présentera un plan justement tourné vers l'IA. Et donc, ce sera intéressant d'avoir la vision du groupe sur sa stratégie à ce niveau-là. Sur Sword, il faut également avoir en tête que parmi les ESN françaises, c'est celle qui est le plus présente au Moyen-Orient, à la fois en termes de business avec des activités en Arabie Saoudite, mais également des activités de production qui était historiquement au Liban, qui avait été transféré en partie à Chypre. Mais voilà, il peut y avoir également sur Sword des répercussions si le conflit dure et s'envenime. Voilà, il est 10h10. J'en ai fini avec le tour d'horizon de l'univers des small et mid cap aujourd'hui. On est évidemment à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Encore une fois, on a essayé d'être le plus exhaustif dans notre feedback publié jeudi pour avoir les premières répercussions et quelque part les gagnants et les perdants les plus directs du conflit. Mais les réunions de cette semaine et des 3 semaines qui viennent permettront d'aller un peu plus dans le détail et de voir quelles pourront être les répercussions. Clairement, si le conflit venait à durer, il y aura assez peu de gagnants de cette situation. C'est certain, avec l'évolution des prix de l'énergie et de l'impact sur l'inflation. Voilà, merci pour votre présence ce matin. Évidemment, cette conférence est en réécoute sur notre chaîne YouTube. Et on vous retrouvera avec plaisir lundi prochain pour eh bien, certainement un point un peu plus centré sur les publications, avec cette dizaine de présentations auxquelles nous assisterons cette semaine. Merci beaucoup et puis bien, bon courage dans ces marchés très, très agités.